Audition de Madame Doutreuil qui est donc très attendue, en particulier par les familles des victimes, Monsieur et Madame Russo, qui sont présents dans la salle depuis le début de l'audition et que vous voyez là à l'avant-plan. Ils sont accompagnés par leur avocat, Maître Issel. Je vous rappelle donc que nous sommes depuis ce matin dans le volet liégeois de l'enquête sur Marc Dutroux pour déterminer comment cette enquête a été menée. Et je vous rappelle que tout à l'heure, après l'audition de Madame Doutreuil, nous devons encore entendre Monsieur Charles Ambroise. Monsieur Charles Ambroise est le premier substitut au parquet de Liège. C'est donc lui qui, au niveau du parquet, suivait l'enquête sur la disparition de Julie et Mélissa. Enquête confiée donc le 26 juin 1995 à Madame Martine Doutreuil, 2 jours après la disparition des 2 petites filles. Si vous n'avez pas pu suivre cette audition depuis le début, elle est en cours depuis 10h20, ce qui fait donc presque 4 heures d'audition. Je vous rappelle que Madame Doutreuil a dit, en particulier avec force, qu'elle n'avait jamais été mise au courant par la gendarmerie des enquêtes et des renseignements obtenus sur Marc Dutroux, essentiellement dans l'opération Othello, et qu'elle s'en plaignait beaucoup. Elle a affirmé que s'il avait été au courant à l'époque, elle aurait elle-même mené les perquisitions chez Marc Dutroux et que sans doute cela aurait changé le cours des choses. Madame Doutreuil, qui dans sa déposition tout à l'heure n'a épargné personne, elle a fait face à toutes les critiques qui s'étaient fait jour à son encontre, en particulier sur le fait qu'elle avait pris des vacances juste après la disparition des 2 petites filles. Elle a expliqué que qu'elle était contactable, joignable à tout moment via un GSM. Et puis elle a répondu aussi aux critiques vis-à-vis des parents qui estiment toujours qu'elle a été inhumaine avec eux. Et d'ailleurs, à cette occasion, en parlant des parents, elle les a accusés, ce qui ne leur a pas fait plaisir. Elle a accusé les parents d'avoir molesté, si l'on peut dire, un suspect lors d'une enquête parallèle que menaient les parents. Une déclaration qui n'a pas plu du tout à Monsieur et Madame Russo. Et Monsieur et Madame Russo ont dit à la presse qu'ils désiraient s'exprimer eux-mêmes là-dessus. Et puis voici une nouvelle confrontation. Décidément, la journée est riche en rebondissements. Voici Monsieur Valère de Clout, membre du comité P, et qui a donc fait l'enquête du comité P sur l'enquête sur l'enquête. Lui aussi a été mis en cause par Madame Doutreuil tout à l'heure. Et donc voici donc en fait des membres de la police des polices, si l'on peut dire. Georges Georgette, geboren te Sint-Niklaas in 1947 en wonende te Merchtem. En 47 et vous habitez à Merchtem. Vous êtes bien Monsieur Decloux de Valère Pierre Léon, né à Coquillatville en 1947 et habitant à Moucron. Oui, Monsieur le Président. Ik herinner u aan dat de onderzoekscommissie de bevoegdheden heeft van het wetboek van strafvordering. U wordt toegekend aan een onderzoeksrechter. Alvorens u, meneer Peil, uit te nodigen tot het afleggen van de eed, vestig ik uw aandacht op artikel 14 van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966 dat luidt als volgt. Bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging heeft in ieder recht in volle gelijkheid niet te worden gedwongen de ne pas être forcée à témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous craignez que vos déclarations publiques ne soient ultérieurement utilisées contre vous lors d'une procédure pénale. Je vais vous demander de prêter serment, de lever la main droite et j'insiste sur le fait que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je
jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Decloux, je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction qui sont prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, rédigé comme suite. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique peut être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment en levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice de droit et de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Nous procédons à la confrontation avec Madame le juge d'instruction d'Outrèves. Madame le juge d'instruction, est-ce que vous voulez nous rappeler ce que Monsieur Lamocque vous a dit concernant son audition au comité P et qui regardait votre vie privée? Tout d'abord, je tiens à signaler que le commissaire Lamocque a fait un rapport à son commissaire en chef en date du 7 octobre 1996. Donc avant que le comité P n'ait rendu son rapport, puisque ce rapport sera déposé le 11 octobre. Et le commissaire Lamocque me transmet copie de ce rapport en date du 16 octobre 1996. Et dans ce rapport, eh bien, j'y lis différentes choses concernant ma vie privée, notamment le fait, le fait de mes vacances. Si vous voulez, je relis la phrase. Il a été mis en doute le fait que je pouvais à tout moment la contacter pendant ses vacances, puisqu'il m'a été dit qu'elle avait fait les châteaux de la Loire et que je devais donc disposer d'une fameuse liste de numéros de téléphone où la joindre. Le commissaire Lamocque fait également allusion au fait que le comité P, voilà, s'était intéressé... attendez, je relis. Voilà, s'était intéressé à tant ma vie professionnelle que ma vie privée, puisqu'on lui avait demandé depuis combien de temps j'avais été nommée juge d'instruction, quand mon mari avait été inculpé pour des infractions financières. Donc c'était bien des éléments qui relevaient de ma vie privée. Et on s'intéressait également aux qualités et à mes défauts professionnels. Je crois que c'était totalement en dehors de la mission qui incombait au comité P. Monsieur Pell, la Commission souhaiterait savoir si ce qu'a écrit Monsieur Lamocque dans ce PV est correct et si des questions de cette nature ont effectivement été posées. Monsieur le Président, le comité P, au vu de son mandat, s'est limité à entendre les fonctionnaires policiers qui sont impliqués dans l'enquête. Et c'est grâce à ces policiers que nous avons obtenu un certain nombre de renseignements qui, d'après nous, pouvaient jouer un rôle dans l'évaluation globale de l'enquête. Le comité P, en ayant à l'esprit la loi du 18 juillet 1991, n'est néanmoins compétent que pour contrôler les services de police. Et c'est dès le départ de cette tâche qui nous a été confiée que nous avons dit que l'évaluation d'un service policier dans le contexte d'une enquête judiciaire ne peut jamais être détachée de celui qui dirige l'enquête. En effet, dans une enquête judiciaire, vous dépendez d'un magistrat et que toute une série d'activités sont imposées par ce magistrat. Et la façon dont fonctionne le service de police est influencée dans une certaine mesure par les devoirs imposés par le magistrat.
dat er sprake was van een jaarlijks verlof van de onderzoeksrichter en dat jaarlijks verlof een invloed zou gehad hebben op de slechte relatie van de onderzoeksrichter met de ouders van de vermoorde kinderen. Dat stond letterlijk in dat verslag. Verschillende politieambtenaren hebben ons meegedeeld dat het bij dat verlof niet gebleven is, want dat er nog een tweede verlofperiode d'actief was tijdens dat onderzoek, namelijk het verblijf van het kasteel van de Loire. Wij vonden het gelet op onze opdracht, waarbij wij moesten het rapport van mevrouw Tilly evalueren en beoordelen, vonden wij dat een relevante informatie en hebben die dan ook opgenomen in ons verslag. Wat betreft de vraag of hoe lang mevrouw Dutreuil al onderzoeksrichter was, dat is een vraag die, als ik mij goed herinner, inderdaad gesteld is, maar die een vraag is die moet gesitueerd in de context van is dit een ervaren magistraat of is het een niet ervaren magistraat? Omdat de wijze waarop de politiemannen een getuigenis naar ons hebben afgelegd over de leiding van het onderzoek zijn vergeleken die met andere onderzoeksmagistraten die bijvoorbeeld in de interimperiode van het verlof van mevrouw de onderzoeksrechter ook onderzoeksdaden hebben gesteld. Denk aan meneer Koeman, ik denk aan mevrouw Reinders. En zij vonden, de politiemannen vonden dat er een merkelijk verschil was in de wijze waarop het onderzoek werd gevoerd door die andere onderzoekers. Vandaar die vraag over de ervaring van mevrouw Dutreuil. Wat betreft de inlichtingen over de echtgenoot van mevrouw Dutreuil, in hoeverre hij verwikkeld was in financiële affaires, dat is een gerucht dat ons heeft bereikt via verschillende kanalen. En wij hebben ons na overleg met de Plurinik de vraag gesteld of de terughoudendheid van bepaalde politieambtenaren in het Luikse misschien niet te maken had met dat feit. Het feit dat een onderzoeksrechter of dat de echtgenoot van een onderzoeksrechter verwikkeld is, zelf verwikkeld is in een gerechtelijk onderzoek, heeft bij ons de vraag doen reizen, zou dat de politieambtenaren hebben beïnvloed in hun wijze van werken? Daarom hebben wij die vraag gesteld. Heeft dat feit dat meneer Wolf, als ik me niet vergis is zijn naam, verwikkeld is in gerechtelijke onderzoeken, heeft dat een rol gespeeld in uw relatie tot de onderzoek? Un rôle dans les contacts que vous avez eus avec le juge d'instruction. Donc ces questions ont été posées. Est-ce que vous voulez ajouter? Absolument, Monsieur le Président. Je confirme en tout point ce qu'a dit Monsieur Pell. Je crois que la seule chose que l'on recherchait au travers de ces questions qui semblent avoir un caractère privé était simplement de vérifier si l'information qui nous était communiquée par les policiers pouvait être motivée ou pas. Chers collègues, collega's, wens nog. Madame Dutreuil. Monsieur le Président, moi... j'ai déjà eu l'occasion de lire la loi sur le comité P et j'avais cru que la compétence du comité P, c'était d'apprécier les dysfonctionnements des services policiers. Je ne vois pas en quoi la manière dont l'époque, par exemple, depuis laquelle j'étais juge d'instruction, ou ma manière d'instruire comparée à un autre juge d'instruction pouvait intéresser les enquêteurs du comité P. J'étais tout à fait en dehors du sujet. Je trouve ça inadmissible d'avoir demandé à un commissaire d'apprécier la manière dont deux juges d'instruction travaillent. Collega's, wens nog iemand een vraag te stellen, mijn collega Van Parijs. Monsieur Van Parijs. Mevrouw Dutreuil ook nog een andere passage vermeld in het verslag van meneer Lamoque. Maar ik heb die niet letterlijk kunnen noteren. Het is een stuk dat trouwens ook in het bezit is van ons dossier. De zinsnede zou ongeveer hierop neerkomen als ik goed genoteerd heb. Als er dan toch koppen moesten rollen, dat het dan goed zou uitkomen dat het mevrouw Dutreuil zou zijn. Peut-être c'est intéressant de citer le rapport pour pouvoir confronter les membres de la comité P avec cet extrait de ce rapport-là. Je vais bien le relire si vous le souhaitez. Donc, tout ce qui précède m'amène à penser qu'il existe un risque que le comité P ne se base pas uniquement sur l'analyse des auditions, documents et rapports en sa possession pour rendre son avis, mais porte des jugements de valeur sur base d'impressions qui relèvent toujours d'une certaine part de subjectivité, d'autant plus qu'il m'a été dit que si des thèmes devaient tomber, celle de Madame Dutreuil arrangerait beaucoup de monde. Meneer Peil en meneer Kloet. C'est une interprétation de Monsieur Lamoque
Je ne sais pas où il est allé chercher ça. Je pense que nous n'avons jamais prononcé ces mots-là. Et c'est peut-être l'impression qu'a eu M. Lamothe, mais c'est à lui qu'il faudrait demander d'où il tire ces explications-là. Ça ne vient pas de chez nous. Je suis d'accord avec Collega's, wens nog iemand een vraag te stellen? Chers collègues, Precies, n'est pas le cas. Indien dit niet het geval is, dan meld ik aan meneer Peil en meneer De Kloet. Oui, monsieur De Crolly. Excuseer, ja. Meneer Van Parijs en meneer De Crolly. Ja, excuseer, voorzitter, maar oui, pardonnez-moi, monsieur le président. Mais il a été question également d'un contact informel qui aurait eu lieu entre monsieur De Kloet et madame Doutrève. Je pense qu'il est important, là aussi, d'avoir des informations plus précises. Que s'est-il exactement passé? Qui a eu un contact informel ou que vous avez été contacté pour... On m'a proposé un contact informel, donc par téléphone, M. De Kloet a pris contact avec moi et m'a proposé une rencontre qui aurait un caractère informel. Alors, je m'en suis étonnée et je lui ai fait part de mon approche légaliste de la question. Alors, il m'a dit qu'éventuellement, on ne ferait pas de procès verbal. Ça, il m'a assuré qu'on ne ferait pas de procès verbal. Mais qu'il prendrait bonne note de ce que je lui dis et que ça pourrait apparaître dans les conclusions. J'ai rappelé M. De Kloet en fin de journée. Je lui ai dit que j'étais d'accord de discuter sur le problème de principe, donc sur le problème légaliste de la question. Entre-temps, il m'a dit qu'il avait réfléchi et que tout compte fait, ce serait quand même extrêmement embarrassant de faire part de cette rencontre. Et donc, on pourrait se rencontrer, mais sans que ce ne soit repris dans le rapport du comité P. Et puis alors, moi, je m'en suis ouvert alors à mes autorités hiérarchiques, étant monsieur le Président du tribunal que Madame le procureur général Tilly, à qui j'ai adressé une lettre. Et Monsieur le Président, je vous déposerai un rapport écrit sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, qui comprend différentes annexes. Et la première annexe et la seconde annexe, ce sont justement les lettres que j'ai adressées à Madame le procureur général et à Monsieur le Président à ce sujet. Et les annexes qui suivent, ce sont les réponses qu'ils ont formulées et réponses à laquelle ils m'ont expliqué que je ne devais pas accepter, enfin qu'ils me déconseillaient d'accepter cette entrevue qui était dépourvue de toute base légale. J'ai alors recontacté M. De Kloet qui, entre-temps, m'a signalé que lui aussi avait réfléchi et qu'effectivement, c'était une mauvaise idée. Mais je trouve que le fait même d'avoir proposé cette entrevue informelle, eh bien, me paraissait tout à fait une démarche étonnante et une démarche peu professionnelle de la part de gens qui étaient censés respecter la loi qui prévoit certaines choses et ils ne pouvaient pas outrepasser leurs compétences et surtout pas proposer une rencontre informelle avec un magistrat instructeur. Voilà la manière dont j'approche la problématique. Monsieur De Kloet, c'est une question qui vous... Il est effectif que j'ai pris contact avec Madame le juge d'instruction. Pourquoi ? Pour le simple souci d'avoir un peu plus de clarté et peut-être d'avoir une autre version que celle que nous obtenions des policiers. C'est vrai que cela tombait totalement en dehors de nos compétences. Il n'a jamais été question, comme le dit Madame, que cela ait la moindre influence sur notre rapport. Le seul but était simplement d'avoir l'information venant d'elle, puisqu'on disait, les policiers qui étaient passés chez nous disaient entre autres que Madame avait été informée à différentes époques, et ces époques se situent quasiment sur 2 mois, de voir avec elle si effectivement elle avait été informée ou pas. Secondo, en ce qui concerne le fait que cela aurait pu avoir une influence sur la rédaction du rapport, il n'en est pas question. C'était simplement à titre purement... Oui, c'est vrai, c'est peut-être une erreur de l'avoir fait à titre... Le but était simplement d'avoir une autre version que celle des policiers, c'est tout. Mais c'est vrai que ce n'était pas... Sans aucune influence sur le rapport. De toute façon, il était prévu que cette rencontre, si elle avait eu lieu, et cette rencontre devait avoir lieu en présence de 2 membres du comité, jamais seul, mais c'est effectivement une démarche dans l'optique d'une simple objectivité et d'avoir une information complémentaire, mais que cela peut paraître aujourd'hui comme une erreur, je veux bien le prendre, j'en prends la responsabilité, mais il n'y avait pas là derrière la moindre astuce, ni la moindre malveillance à cet égard. Collègue De Crolly, dernière question. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'était la même, mais Monsieur Peil a encore quelque chose à dire. Ik zou daar willen toevoegen dat het idee om met mevrouw Doutrève contact te nemen een idee was van ons tweeën. Contact avec Madame Doutrève est une idée que nous partagions, nous en avions discuté à 2, justement parce que le flux d'informations qui nous venait des policiers
remettait en question régulièrement la position de Mme Doutrève. Alors il y a un moment auquel nous nous sommes demandé s'il ne fallait pas éventuellement demander l'avis du magistrat instructeur même avant de nous prononcer. Bon, c'est une idée que nous avons eue, nous deux. Nous en avons d'ailleurs discuté avec M. Troc, le président du comité. Et c'est lui qui nous a dit que finalement, cette idée n'était peut-être pas très heureuse et c'est la raison pour laquelle nous l'avons retirée. Monsieur Lecloud, je vous signale qu'un procès-verbal sera dressé et que vous serez invité à venir le signer en la quinzaine, dus binnen de 15 dagen.